Pendant le dîner, ma femme a fermement exigé que je présente des excuses à son frère ou que je quitte la maison sur le champ. Je me suis levé, je me suis approché de lui et j'ai prononcé une seule phrase qui a détruit 3 mariages, y compris le nôtre. Je m'appelle Nicolas. J'ai 38 ans et je travaille comme ingénieur en systèmes spatiaux dans une entreprise aérospatiale de taille moyenne en région parisienne. Jusqu'à ce samedi soir d'octobre, je croyais sincèrement avoir un mariage convenable. Loin d'être parfait, mais suffisamment solide pour y construire une vie. Assez solide pour parler d'avoir des enfants un jour. Assez solide pour penser que nous vieillirions ensemble. Cela montre bien à quel point j'étais naïf, n'est-ce pas? Sophie et moi étions ensemble depuis 8 ans au total, mariés depuis 6 ans. Nous vivions dans une maison confortable à Rueil-Malmaison, en banlieue ouest de Paris. Rien d'extravagant, mais une jolie maison dans un quartier agréable avec un garage pour 2 voitures et un jardin assez grand pour un chien. Nous avions des emplois stables, pas encore d'enfants, mais nous commencions à en discuter plus sérieusement. Je gagnais environ 130 000 € par an. Un bon salaire, une carrière stable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais un travail respectable que j'aimais sincèrement faire chaque jour. Il y a quelque chose de satisfaisant à savoir que votre travail flotte littéralement dans l'espace, aidant des personnes aux 4 coins de la planète à communiquer. Mes conceptions sont là-haut. Mes calculs. Mes nuits tardives, mes matinées précoces et mes week-ends consacrés à des simulations. Ces choses comptent. Même si personne au dîner ne veut entendre parler des systèmes de communication par satellite. Sophie travaillait dans le marketing pour une agence au centre de Paris, gagnant environ 70 000 €. À nous deux, nous nous en sortions mieux que la plupart des couples de notre âge. Nous avions des économies et des investissements. Nous prenions de belles vacances, comme en Provence ou en Grèce. De l'extérieur, nous donnions l'impression d'avoir tout compris, la maison, les carrières, le projet de vie. Mais si vous êtes marié depuis un certain temps, vous savez que ce que les gens voient de l'extérieur correspond rarement à ce qui se passe derrière les portes closes. Et dans notre cas, le problème portait un nom. Le frère aîné de Sophie, Alexandre, avait 42 ans, grand, avec ce physique avantageux qui donnait l'impression qu'il avait réussi avant même d'ouvrir la bouche. Vous connaissez le genre. Cheveux impeccables, dents parfaites, poignées de main assurées. Le genre d'homme qui entre dans une pièce et cherche immédiatement la personne la plus influente à qui parler. Il dirigeait une société de promotion immobilière que son beau-père lui avait en grande partie facilitée. Alexandre aimait se présenter comme un entrepreneur accompli, parlant constamment de sa vision, de sa motivation et de son esprit d'initiative. Mais tous ceux qui connaissaient la véritable histoire savaient qu'il avait épousé l'argent et la position. Sa femme, Élise, venait d'une famille aisée de longue date, le genre de famille qui possédait des abonnements à des clubs privés depuis 3 générations et des résidences secondaires dans des endroits que la plupart des gens ne voient que dans les magazines. Dès le premier jour de ma relation avec Sophie, Alexandre avait clairement fait savoir qu'il ne me jugeait pas assez bien pour sa sœur. Il ne l'avait jamais dit directement au début, juste de petites remarques ici et là. La mort par 1000 coupures, vous voyez. Ingénierie aérospatiale, hein. C'est un travail stable, je suppose. Ou bien, Sophie, tu es sûre de ne pas vouloir sortir avec quelqu'un d'un peu plus ambitieux. Quelqu'un qui va loin. Ou ma préférée, ça doit être agréable d'avoir un travail quasi institutionnel où tu peux simplement pointer à l'arrivée et au départ. Certains d'entre nous sont là, à vraiment construire des choses. Toujours prononcé avec ce sourire suffisant, condescendant, qui donnait envie de réagir. Toujours suivi d'un simple « je plaisante, mon vieux », quand il voyait ma réaction passer de la tolérance polie à quelque chose de plus sombre. Mais au fil des ans, les commentaires sont devenus plus vifs, plus ciblés, plus publics. Et Sophie, au lieu de me défendre, en riait comme si de rien n'était. C'est juste Alexandre qui fait du Alexandre, disait-elle chaque fois que j'en parlais. Il ne le pense pas. Il est comme ça avec tout le monde. Sauf qu'il n'était pas comme ça avec tout le monde. Il n'était pas comme ça avec Vincent, le mari de Caroline, qui était devenu associé dans son cabinet d'avocat. Il n'était pas comme ça avec les cousins qui travaillaient dans la finance ou la médecine. Il n'était comme ça qu'avec moi, l'ingénieur en systèmes spatiaux qui travaillait sur des problèmes complexes au lieu de brasser de l'argent en appelant ça de l'entrepreneuriat. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs il y a des années. Mais j'aimais Sophie, ou du moins je le pensais. Alors, je me suis tu,
j'ai fait profil bas et j'ai continué à me présenter aux événements familiaux où je savais que je serais traité comme un invité de seconde zone. Le dîner qui a tout fait exploser était censé être une célébration, une heureuse occasion. Les parents de Sophie, François et Anne, renouvelaient leurs vœux après 40 ans de mariage. 40 ans. C'est une vie de partenariat, de compromis, de construction commune. Ils voulaient marquer le coup avec une grande réunion de famille chez eux à Rueil-Malmaison. Un repas de traiteur d'un établissement chic du centre de Paris. Toute la mise en scène. La sœur cadette de Sophie, Caroline, était là avec son mari, Vincent. Alexandre et Élise, bien sûr, n'auraient jamais manqué une occasion d'être vus à un événement familial. La tante et l'oncle de Sophie sont venus de Lyon. Quelques cousins complétaient la table, 14 personnes au total, tous sur leurs 31, tous feignant d'être une grande famille heureuse sans aucune tension cachée sous la surface. J'ai su que la soirée allait être difficile quand Alexandre est arrivé dans sa nouvelle Porsche et a immédiatement commencé à raconter comment il l'avait payé comptant. Je ne pouvais même pas faire rentrer tout l'argent dans la mallette, a-t-il dit avec un rire théâtral alors que nous étions tous dans l'allée. J'ai dû utiliser 2 sacs. Mais quand on conclut une affaire comme celle que je viens de conclure, on se fait plaisir. Tu sais ce que c'est. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant cette dernière partie. Tu sais ce que c'est. Comme si je saurais un jour ce que c'est que de payer une voiture de luxe en espèces après avoir conclu une obscure transaction immobilière. J'ai juste souri et hoché la tête. La même chose que je faisais depuis 6 ans. Ne pas faire de vagues. Ne pas faire de scène. Ne pas donner à Sophie une raison d'avoir honte de moi. Maintenir la paix. C'était toujours le mantra, n'est-ce pas? Maintenir la paix. Avaler sa fierté. Ne pas causer de drame. Laisser passer les petites remarques parce que riposter ne ferait que rendre les choses gênantes pour tout le monde. 6 ans à maintenir la paix ne m'avaient mené absolument nulle part, sauf à une table de dîner où j'étais publiquement humilié pendant que ma femme étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mais je m'emballe. Le dîner a commencé de manière assez agréable. Anne s'était surpassée pour les décorations. Des roses blanches et des bougies partout. Une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés dans la salle à manger. La table semblait sortie d'un magazine. Elle avait clairement planifié cela depuis des mois. François a prononcé un discours touchant sur 40 ans de mariage, sur le partenariat, l'engagement et le choix d'aimer quelqu'un même les jours difficiles, sur la construction de quelque chose qui dure. Nous avons tous levé nos verres. Tout le monde était un peu ému. C'était vraiment beau pendant environ 20 minutes. Tout était parfait. Puis vint le plat principal, et avec lui, le besoin compulsif d'Alexandre d'être le centre de l'attention. Alors, Nicolas lança Alexandre assez fort pour que toute la table l'entende. Il découpait son filet mignon comme s'il pratiquait une opération chirurgicale. Tu travailles toujours sur ces, comment tu appelles ça? Pièces de fusée. J'ai senti le serrement familier dans ma poitrine. C'est reparti. Composant de satellite, ai-je corrigé calmement, en gardant une voix égale. Pour les satellites de communication, ceux qui permettent aux gens de passer des appels téléphoniques et d'accéder à Internet dans les zones reculées. Ah oui. Exact, dit Alexandre, agitant sa fourchette d'un air dédaigneux. Ça a l'air passionnant. Vraiment à la pointe de la technologie. Et le salaire, ça va ces temps-ci? Toujours un petit salaire à 6 chiffres? Le silence se fit à table. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Tout le monde savait exactement où cela menait. Ils avaient déjà vu Alexandre faire ça. Ils l'avaient vu faire au dîner de Noël, aux fêtes d'anniversaire, au barbecue d'été. Personne n'a jamais rien dit. Ils ont juste laissé faire. Je m'en sors bien, ai-je dit simplement, sans mordre à l'hameçon. Bien, répéta Alexandre, laissant le mot en suspens comme si c'était quelque chose de déplaisant. C'est exactement de ça que je parle, Sophie. Tu ne veux jamais plus que bien? Tu ne veux pas du génial, de l'exceptionnel? Tu ne veux pas d'un mari qui peut te donner la vie que tu mérites? Sophie s'agita mal à l'aise sur sa chaise, mais ne dit rien. Elle étudiait ses asperges comme si elle détenait les secrets de l'univers. Alexandre, sa femme, Élise, intervint doucement, en attrapant son bras. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. C'est la célébration de tes parents. Non, non, je dis juste, poursuivit Alexandre,
s'échauffant sur son sujet comme un acteur qui aurait enfin trouvé les projecteurs. Regarde ce que j'ai pu offrir à Élise. La maison sur les hauteurs avec la piscine et la vue, les voitures, les vacances en Europe 2 fois par an. C'est ce qu'un homme devrait pouvoir donner à sa femme. Pas juste bien, pas juste adéquate, pas juste s'en sortir. Je sentis ma mâchoire se crisper, mais je gardais une voix égale. Chacun accorde de la valeur à des choses différentes, Alexandre. Tout le monde ne mesure pas le succès à la taille de sa maison ou à la marque de sa voiture. Bien sûr que non, dit Alexandre avec ce sourire condescendant qui me donnait envie de traverser la table. Certains le mesurent à la taille de leur ambition, ou dans ton cas, à son absence. Alexandre, François, le père de Sophie, prit enfin la parole. Sa voix avait une dureté que je ne lui avais jamais entendue. Ça suffit. C'est censé être une célébration. Papa, je suis juste honnête, dit Alexandre, levant les mains en signe de fausse innocence. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Nicolas est un type bien. Bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire, mais les types bien finissent derniers. Sophie mérite quelqu'un qui va vraiment prendre soin d'elle. Quelqu'un qui va réellement quelque part dans la vie, pas quelqu'un qui se contente de se la couler douce dans une carrière médiocre en attendant que sa retraite arrive. Ce mot m'a frappé comme un coup à la poitrine. Médiocre. J'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour en arriver là. 4 ans d'études d'ingénieur dans une université publique, en travaillant à temps partiel tout du long parce que mes parents ne pouvaient pas tout payer. 3 ans d'études supérieures, vivant de repas simples et d'espoir pendant que mes camarades sortaient faire la fête. D'innombrables semaines de 60 heures à mon premier emploi pour essayer de faire mes preuves dans un domaine incroyablement compétitif où une seule erreur pouvait littéralement causer la défaillance de millions d'euros d'équipement. Je détenais des brevets, 3 en fait. Mon travail était littéralement en orbite autour de la Terre en ce moment même, aidant les gens à communiquer à travers les continents. L'année dernière, un satellite pour lequel j'ai conçu des composants clés a aidé à coordonner les secours après une catastrophe naturelle en Asie. De vraies personnes, un vrai impact, un vrai travail qui comptait. Et cet enfant gâté qui n'avait jamais rien gagné par lui-même, qui avait tout reçu de son riche beau-père, qualifiait ma carrière de médiocre. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui s'était accumulé pendant 6 ans a finalement atteint son point de rupture. Tu sais quoi, Alexandre ? Ai-je dit, posant délicatement ma fourchette à côté de mon assiette. Je pense que tu as rendu ton point de vue très clair. Vraiment ? Alexandre se pencha en arrière sur sa chaise, s'amusant immensément. Il adorait avoir un public. Toute la table regardait maintenant. Les fourchettes figées en l'air, les serviettes serrées dans des mains nerveuses. Parce que de mon point de vue, tu n'as pas l'air de comprendre. Ma sœur aurait pu épouser n'importe qui. Elle est belle, intelligente, brillante dans son domaine. Et elle t'a choisi toi, quelqu'un de juste bien, juste adéquat, juste médiocre. Alexandre, arrête, dit Sophie. Mais sa voix était faible, incertaine. Elle semblait plus embarrassée que fâchée. Et elle ne regardait pas son frère. Elle me regardait comme si c'était moi qui faisais une scène. Je dis juste ce que tout le monde pense, Serette, continua Alexandre. Aux réunions de famille, quand on parle de ce que tout le monde fait, on parle de mon dernier projet de développement. Vincent vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Même les cousins font des choses intéressantes. Et puis on en arrive à Nicolas et c'est du genre, oui, il fait toujours son truc de satellite. Rien de nouveau, rien d'excitant, juste le même bien habituel. J'ai regardé ma femme. Je l'ai regardée droit dans les yeux, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à son frère qu'il dépassait les bornes, qu'elle lui rappelle que j'étais son mari et que je méritais un respect élémentaire. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux tombèrent sur son assiette. C'est à ce moment-là que j'ai su. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris ce que j'avais refusé de voir pendant des années. Je l'avais perdu quelque part en cours de route. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment eu, et j'avais été trop occupé à travailler, trop occupé à essayer d'être à la hauteur pour le remarquer. En fait, Alexandre, ai-je dit, me levant lentement de ma chaise. Je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde à cette table devrait savoir. La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le sourire narquois d'Alexandre s'élargit. Il rayonnait pratiquement d'anticipation,
pensant que j'étais sur le point de faire une scène dont il pourrait se moquer à chaque réunion de famille pour la prochaine décennie. Le pauvre Nicolas a finalement craqué, dirait-il. Vous auriez dû le voir. Il s'est complètement effondré. J'ai contourné la table en sa direction, lentement, délibérément. Tous les yeux me suivaient. La raison pour laquelle tu as pu conclure toutes ces grosses affaires de développement, ai-je dit, m'arrêtant juste à côté de sa chaise et le regardant de haut, c'est parce que ton beau-père détourne de l'argent des fonds de retraite qu'il gère pour l'injecter dans tes projets. Je le sais parce que je gère les contrats aérospatiaux pour ce même organisme de gestion de fonds de retraite. J'ai vu les documents. J'ai vu les sociétés écrans. J'ai vu où va réellement l'argent. Le visage d'Alexandre est devenu blême, comme si on avait vidé tout son sang. Le verre d'Élise lui glissa des doigts et heurta la table, le liquide rouge s'étalant sur la nappe blanche comme une tache sur une scène de crise. C'est un mensonge, dit Alexandre. Mais sa voix se brisa sur le mot mensonge. Il avait l'air d'un gamin effrayé, pas de l'homme d'affaires confiant qu'il prétendait être. Non, ce n'est pas un mensonge, ai-je dit simplement. Ta société de promotion est techniquement rentable sur le papier, mais seulement parce que tu obtiens des prêts à des taux qui n'existent pas sur le marché réel. Des prêts garantis par l'argent des fonds de retraite qui est censé être dans des investissements sûrs pour les retraités, pas pour soutenir ton entreprise immobilière commerciale. Je documente cela depuis des mois, essayant de décider quoi en faire, s'il fallait le signaler aux autorités compétentes, s'il fallait le dire à Sophie d'abord. Mais je pense que tu viens de prendre cette décision pour moi. François se leva si vite que sa chaise faillit tomber. Est-ce vrai? Alexandre, ce qu'il dit est-il vrai? Élise fixait son mari avec un air d'horreur pure. Alexandre, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que mon père n'est pas impliqué là-dedans. Dis-le-moi tout de suite. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment j'obtiens l'argent? Balbutia Alexandre, son sang-froid se fissurant complètement. Les projets sont réussis. Tout le monde gagne de l'argent à la fin. C'est juste du financement créatif. C'est tout. Les hommes d'affaires font ça tout le temps. Sauf les retraités qui comptent sur ces fonds de retraite pour être là quand ils en auront besoin, ai-je dit. Sauf les gens dont les économies d'une vie sont utilisées comme ta banque personnelle. Sauf les enseignants, les pompiers et les infirmières qui ont mis leur argent de côté pendant 30 ans en pensant qu'ils seraient en sécurité et qui maintenant financent ta Porsche et ta maison sur les hauteurs. Sophie m'a attrapé le bras assez fort pour laisser des marques. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, ai-je dit, la regardant vraiment pour peut-être la première fois depuis des années, en disant la vérité. Ton frère me traite d'échec depuis 6 ans, qualifie ma carrière de médiocre, se moque de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et pendant tout ce temps, il commettait une fraude, et tu l'as laissé me démolir à chaque fois. Le dîner a explosé après ça. Élise criait sur Alexandre, exigeant de savoir quels autres mensonges il lui avait racontés pendant leur mariage. Jusqu'où cela allait-il? Est-ce que tout était basé sur ces manipulations? Est-ce que leur vie entière était un mensonge? François était au téléphone, sortant dans le couloir, appelant probablement quelqu'un à propos de la situation du fonds de retraite. Son visage était devenu gris. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Anne pleurait en bout de table. Son magnifique dîner de renouvellement de vœux complètement détruit. Les bougies vacillaient encore. Les roses étaient toujours parfaites, mais personne ne s'en souciait plus. Caroline et Vincent essayaient de calmer tout le monde tout en ayant l'air horrifié par la révélation. Vincent a croisé mon regard et m'a fait un très léger signe de tête, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Et Sophie? Sophie me regardait comme si j'étais un parfait inconnu, comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Tu as humilié ma famille, dit-elle doucement, sa voix tremblant de rage à peine contenue. Ton frère m'a humilié pendant des années, ai-je répondu. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner de famille, tu l'as laissé faire. Toute cette famille l'a laissé faire. Chacun d'entre vous est resté assis là à regarder. Ce n'est pas la même chose, dit Sophie. Alexandre plaisantait juste. Il ne le pensait pas. Tu viens de détruire son mariage, sa réputation, tout ce pour quoi il a travaillé. Tout ce pour quoi il a travaillé. J'ai failli rire. Il n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit de sa vie. Il a épousé l'argent et en a détourné encore plus. Ce n'est pas du travail. C'est un délit. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée,
et j'ai vu quelque chose que j'avais refusé de voir pendant 6 ans. Elle n'était pas contrariée parce que son frère commettait une fraude. Elle était contrariée parce que je l'avais dénoncé, parce que dans son esprit, protéger l'image de la famille était plus important que de protéger la dignité de son mari. Plus important que la vérité, plus important que les retraités dont les économies étaient compromises. Excuse-toi auprès d'Alexandre, dit Sophie, sa voix s'élevant maintenant, son visage rouge de colère. Excuse-toi tout de suite d'avoir fait ces accusations devant tout le monde. Ce ne sont pas des accusations, ai-je dit. Ce sont des faits documentés, et je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Alors sors. La voix de Sophie claqua comme un coup sec. Si tu ne peux pas t'excuser auprès de mon frère, alors sors de ma maison tout de suite. La pièce redevint silencieuse. Tout le monde nous regardait. Les tantes et les oncles, les cousins, tout le monde figé sur place comme des statues. Ta maison ? Ai-je dit doucement. La maison que nous avons achetée ensemble ? La maison dont je paie la majorité du crédit depuis 6 ans parce que ton salaire ne couvrait pas tout à fait ta moitié. Notre maison, se corrigea Sophie. Notre maison. Et je te dis de partir si tu ne peux pas t'excuser. J'ai regardé une dernière fois autour de la table. Alexandre, pâle en sueur. Élise, le mascara coulant sur son visage. François, toujours au téléphone dans le couloir. Anne, sanglotant dans sa serviette. Tous ces gens qui avaient regardé Alexandre me démolir pendant des années sans jamais dire un seul mot. Cette famille qui valorisait l'image plutôt que l'intégrité. Ma femme, qui choisissait son frère plutôt que son mari, même maintenant, même après tout ce qui venait d'être révélé. Je ferai mes valises demain, ai-je dit. Ma voix était calme, stable. Tu peux garder la maison. Mon avocat te contactera pour entamer la procédure de divorce. Le visage de Sophie pâlit. Divorce ? Nicolas, attends. Je ne voulais pas dire si, tu le voulais, ai-je interrompu. Tu pensais exactement ce que tu disais. Tu ne pensais simplement pas que je partirais vraiment. Tu pensais que je m'excuserais. Tu pensais que je céderais comme je le fais toujours, mais j'ai fini de céder. Je suis sorti de cette maison sans me retourner. J'ai pris le RER jusqu'à un hôtel du centre de Paris, j'ai pris une chambre au 4e étage et je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur pendant environ 3 heures, juste à fixer, sans penser, sans ressentir, juste à exister dans les décombres de ce qui venait de se passer. Mon mariage était terminé, 8 ans partis en 20 minutes. Pas à cause d'une trahison dramatique comme une infidélité ou un mensonge sur l'argent, mais parce que je m'étais enfin défendu, parce que j'avais enfin refusé de m'excuser d'avoir été traité sans respect. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Sophie était chez ses parents, probablement consolée par tout le monde et se faisant dire que j'étais le responsable de l'histoire. J'ai mis mes vêtements dans des valises, rassemblé mes affaires personnelles, pris mes documents importants dans le classeur du bureau. J'ai laissé tout le reste. Les meubles que nous avions choisis ensemble dans ce magasin à Paris. Les décorations qu'elle avait choisies pour chaque pièce. Les photos sur les murs de vacances, de fêtes et de moments heureux qui, apparemment, ne signifiaient rien. Je n'en voulais rien. Chaque objet était un rappel d'une vie que je vivais mal. J'ai loué un petit appartement en ville la même semaine. Le genre d'endroit fonctionnel mais impersonnel. Des murs nus, des meubles basiques d'un magasin discount. Rien qui ne demandait d'investissement émotionnel. Un endroit pour dormir, manger et réfléchir à la suite. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le silence était étrange au début. Personne pour me demander où j'allais. Personne pour faire des commentaires passifs-agressifs sur mon emploi du temps. Personne pour soupirer de façon dramatique quand je mentionnais quoi que ce soit sur les satellites ou les spécifications d'ingénierie. Juste moi, mes pensées et le bourdonnement du réfrigérateur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Les retombées de ce dîner furent tout simplement spectaculaires. En une semaine, Élise avait demandé le divorce à Alexandre. Il s'est avéré que le problème du fonds de retraite était encore pire que je ne le pensais. Alexandre n'avait pas seulement obtenu des prêts avantageux avec des taux préférentiels. Il avait activement détourné de l'argent à travers un réseau de sociétés écrans, cachant la piste derrière des couches de paperasse d'entreprises qui auraient fait tourner la tête d'un comptable. Lorsque l'enquête officielle a commencé, elle a révélé des années de manipulation financière systématique.
La société de promotion immobilière d'Alexandre s'est effondrée en un mois. Projets abandonnés en cours de construction. Investisseurs se bousculant pour récupérer ce qu'ils pouvaient. Son beau-père a fait face à des accusations pénales pour son rôle dans l'affaire. Toute l'histoire a fait les gros titres des médias économiques locaux, puis nationaux, car il n'y a rien que les médias aiment plus qu'une histoire de personnes aisées se comportant de manière répréhensible. Complétée par des photos d'identité judiciaire montrant un Alexandre qui ne ressemblait en rien au garçon en or confiant qu'il avait toujours prétendu être. Juste un homme d'âge moyen effrayé dans une mauvaise situation qu'il avait entièrement créée lui-même. Mais voici ce qui m'a vraiment surpris. Environ 2 semaines après mon déménagement, Vincent, le mari de Caroline, m'a appelé à l'improviste. « Nicolas, a-t-il dit, je dois te dire quelque chose. » Je voulais le dire à quelqu'un depuis des années, mais j'avais trop peur de ce que cela ferait à la famille. Trop peur d'être ostracisé. Comme ce qui t'arrive maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Alexandre fait ce genre de choses depuis des années. Pas seulement l'affaire du fonds de retraite. Il a manipulé tout le monde dans cette famille toute sa vie. Mentant sur ses réalisations, exagérant son succès, s'attribuant le mérite du travail des autres, se moquant de quiconque n'était pas impressionné par lui. Je l'ai vu faire des dizaines de fois. Mais chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Caroline, la famille se serrait les coudes autour de lui. Il me disait que j'étais jaloux, que je ne comprenais pas comment les affaires fonctionnaient vraiment, que je devrais le soutenir au lieu de le critiquer. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que tu es la première personne à lui avoir vraiment tenu tête, » a dit Vincent. « Et je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pensait pas que tu étais le problème. Certains d'entre nous voyaient exactement ce qui se passait. Nous n'étions simplement pas assez courageux pour faire quoi que ce soit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Elle a validé quelque chose que j'avais ressenti mais que je ne pouvais pas prouver. Que je n'étais pas fou. Que ce que Alexandre me faisait subir depuis des années n'était pas normal. Que je n'étais pas trop sensible ou que je n'en faisais pas toute une histoire. Quelqu'un d'autre l'avait vu. Quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Et ils avaient eu trop peur de dire quoi que ce soit. Ce n'était pas seulement à propos d'Alexandre. C'était à propos de tout un système familial qui avait permis son comportement pendant des décennies, l'avait protégé, lui avait trouvé des excuses, avait attaqué quiconque le remettait en question. Et Sophie avait été élevée en plein milieu de ce système. Elle avait appris dès l'enfance que protéger l'image de la famille était plus important que de dire la vérité, plus important que de faire ce qui est juste. Certaines leçons sont si profondes que les gens ne savent même pas qu'ils les ont apprises. La procédure de divorce a pris 4 mois pour être finalisée. Sophie a essayé de tout obtenir, la maison, les économies, mes comptes de retraite, tout. Son avocat a prétendu que j'avais détruit sa famille et que je lui devais une compensation pour préjudice moral. Ils ont même tenté de soutenir que ma révélation lors du dîner constituait une forme de violence psychologique, comme si dire la vérité sur un délit était en quelque sorte équivalent à maltraiter mon épouse. Mais j'avais un bon avocat aussi, un très bon que Vincent m'avait recommandé. Et plus important encore, j'avais des documents pour tout. 6 ans de paiement du prêt immobilier montrant que j'avais payé bien plus de la moitié. Des relevés bancaires prouvant que j'avais couvert la part du lion de nos factures, tandis que Sophie dépensait son revenu discrétionnaire en vêtements et en voyage avec ses amis. Des registres montrant que Sophie avait investi des milliers de nos économies communes dans la société de promotion de son frère au fil des ans. Sans me le dire, de l'argent qui était maintenant parti, englouti par son entreprise en faillite. Quand tout a été exposé au tribunal judiciaire, il est devenu douloureusement clair que j'avais porté le poids financier de notre mariage pendant des années. Pendant que Sophie et sa famille me traitaient comme un distributeur automatique pratique qui devrait être reconnaissant du privilège d'être inclus dans leur réunion. Nous avons finalement tout partagé à 50-50, ce qui signifiait en fait que je suis reparti avec plus de la moitié de ce que j'avais initialement contribué. Le juge n'a pas retenu l'argument de la violence psychologique. Pas du tout. Mais je ne me souciais pas de gagner ou d'obtenir plus. Je voulais juste que ce soit fini, tourner cette page et ne jamais regarder en arrière. La partie vraiment intéressante est arrivée environ 6 mois après la finalisation du divorce. J'étais dans une supérette un dimanche après-midi, faisant juste mes courses pour la semaine, remplissant mon chariot des repas simples d'un homme célibataire. Blanc de poulet,
légumes, riz, les bases. J'étais dans le rayon des fruits et légumes en train d'examiner des avocats quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Nicolas. Je me suis retourné et j'ai failli ne pas reconnaître la femme qui se tenait là. Anne, la mère de Sophie, semblait avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Ses cheveux étaient plus gris. Son visage avait de nouvelles rides. Elle avait l'air fatiguée d'une manière qui allait jusqu'à l'os. Anne, ai-je dit. Comment allez-vous? On peut parler une minute, demanda-t-elle doucement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais peut-on? Nous sommes restés là, dans le rayon des fruits et légumes, entourés de gens qui choisissaient des pommes et se disputaient pour savoir si les tomates étaient assez mûres. Et Anne m'a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Tu avais raison, a-t-elle dit. À propos d'Alexandre, à propos de tout. François et moi, nous savions que quelque chose n'allait pas depuis des années, des décennies, en fait. Nous ne voulions simplement pas le voir. Nous l'avons élevé en lui faisant croire qu'il était spécial, que les règles ne s'appliquaient pas à lui de la même manière qu'aux autres, qu'il méritait le succès simplement à cause de qui il était. Et nous avons laissé cette croyance le détruire. Nous l'avons laissé tout détruire. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé. Parce que tu méritais mieux, dit Anne, les yeux pleins de larmes. De nous tous, de cette famille, mais surtout de Sophie. Elle avait si peur de nous décevoir, de ne pas être à la hauteur de nos attentes, qu'elle a oublié comment être une partenaire pour toi. Elle a oublié que le mariage signifie choisir son conjoint avant tout le monde. Même avant sa famille, surtout quand sa famille a tort. Comment va Sophie? Ai-je demandé, me surprenant moi-même avec la question. Seule, dit simplement Anne. Elle est revenue vivre avec nous un moment après le divorce, mais ça n'a pas marché. Trop de souvenirs dans cette maison, trop de dégâts de tout ce qui s'est passé. Elle vit dans un petit appartement maintenant, travaille de longues heures, ne sort avec personne. Je pense qu'elle essaie de découvrir qui elle est sans que nous lui disions qui elle doit être. J'ai ressenti un pincement au cœur. Pas du regret exactement, mais de la tristesse pour ce qui aurait pu être si nous avions tous deux été des personnes différentes. Si elle avait été prête à me voir pour qui j'étais vraiment au lieu de me voir à travers le prisme déformé de sa famille. J'espère qu'elle trouvera ses réponses, ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. Nicolas, dit Anne alors que je commençais à me retourner vers mon chariot. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis désolé pour ce que Alexandre t'a fait subir toutes ces années. Pour ce que nous avons tous fait en le permettant, pour ne jamais nous être levés une seule fois pour lui dire d'arrêter. Tu méritais une famille qui te soutenait, et nous t'avons laissé tomber. Chacun d'entre nous. J'ai hoché la tête et je suis parti. Le procès d'Alexandre a commencé il y a 2 mois. L'enquête sur le fonds de retraite a découvert tellement de délits que le parquet lui a mis le paquet. On parle d'abus de confiance, d'escroquerie, d'association de malfaiteurs, tout le menu. Ses avocats ont tenté de négocier un accord, mais le parquet n'était pas intéressé. Trop de retraités avaient perdu trop d'argent. Le juge a refusé la mise en liberté provisoire après avoir déterminé qu'Alexandre présentait un risque de fuite. Il est donc resté en détention en attendant la fin de son procès. Aux dernières nouvelles, il risque de 12 à 15 ans de réclusion s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le garçon en or de la famille portant une tenue de prisonnier et mangeant la nourriture de la cantine. Il s'avère que tous ces grands discours sur le fait d'être un entrepreneur accompli ne signifient pas grand-chose quand les autorités commencent à réclamer les registres de vos sociétés écrans. Son beau-père l'a dénoncé presque immédiatement. Il a accepté un accord avec le parquet, 5 ans dans un établissement pénitentiaire en échange de son témoignage contre Alexandre. Il purge déjà sa peine dans un établissement à sécurité minimale. L'abonnement au club privé que sa famille maintenait depuis 3 générations a été révoqué. Les résidences secondaires saisies dans le cadre de la confiscation des avoirs. 60 ans de prestige familial, parti en environ 6 mois. Élise n'a pas perdu de temps non plus. Elle a demandé le divorce moins d'1 semaine après la mise en examen. Elle a pris les enfants et a déménagé en Bretagne. Elle a repris son nom de jeune fille pour eux. Aux dernières nouvelles, elle travaille maintenant elle-même comme agent immobilier, légalement cette fois. Repartir de 0 à 40 ans avec 2 enfants. Je ne peux pas lui en vouloir de vouloir disparaître. Environ 3 mois après la finalisation du divorce, mon patron m'a appelé dans son bureau. Je pensais que c'était à propos du projet de satellite en cours.
Nous avions eu quelques problèmes avec les systèmes de gestion thermique et j'avais fait des heures supplémentaires pour les résoudre. Au lieu de cela, il a fait glisser un dossier sur le bureau. Ingénieur système senior, dit-il. 15% d'augmentation, votre propre équipe de 4 personnes, et la priorité sur le contrat du ministère de la Défense que nous poursuivons depuis 2 ans. Je l'ai juste regardé, stupéfait. Qu'est-ce qui a changé? Toi, a-t-il dit. Ces 6 derniers mois, tu as été différent, plus confiant, plus disposé à t'opposer quand quelque chose ne va pas, plus disposé à prendre les choses en main. Quoi qu'il se soit passé dans ta vie personnelle, ça t'a rendu meilleur dans ton travail. Alors, je te donne plus de travail pour que tu sois meilleur. L'augmentation a porté mon salaire à 150 000 €. Pas de l'argent pour payer une Porsche comptant, mais de l'argent réel, de l'argent gagné. La rencontre que je redoutais a eu lieu environ 8 mois après le divorce. J'étais dans ce restaurant italien du centre de Paris avec Léa. Nous sortions ensemble depuis environ 3 mois à ce moment-là. Bon restaurant, table dans un coin tranquille, une bonne bouteille de vin. Nous parlions de ses élèves, de mon nouveau projet, de peut-être faire un voyage en Normandie pour le long week-end. Et puis je lève les yeux et Sophie est debout près du pupitre de l'hôtesse. Elle m'a vu au même moment, figée comme un cerf pris dans les phares. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. La directrice marketing confiante qui avait toujours été si impeccable avait maintenant l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis des mois. Elle était seule. Pas de cavalier, pas d'amis, juste elle dans une jolie robe qui semblait un peu trop ample. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait venir, peut-être faire une scène, peut-être essayer de parler. Au lieu de cela, elle m'a juste regardé, puis a regardé Léa, puis m'a de nouveau regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Rien de plus. Elle s'est retournée et est sortie du restaurant. Léa a tout vu. Ex-femme? A-t-elle demandé. Oui. Elle a l'air malheureuse. Oui. Léa a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tant mieux. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'était la première fois que penser à Sophie ne me serrait pas la poitrine depuis près d'1 an. Vincent m'a de nouveau appelé il y a environ 1 mois. Lui et Caroline s'étaient séparés, non pas à cause de quelque chose de dramatique, mais parce que Caroline ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé. Elle m'a blâmé d'avoir détruit sa famille. A blâmé Vincent de ne pas avoir défendu Alexandre. A blâmé tout le monde sauf la personne réellement responsable. Elle n'arrête pas de dire que les choses seraient revenues à la normale si tu avais juste gardé le silence, a dit Vincent. Comme si la fraude se serait arrêtée d'elle-même. Comme si ces retraités auraient magiquement récupéré leur argent. Elle ne peut pas accepter que Alexandre se soit infligé ça à lui-même. Comment tiens-tu le coup? Ai-je demandé. Mieux que je ne l'espérais, honnêtement. J'ai porté les secrets de cette famille pendant 8 ans. Regardez Alexandre s'en tirer avec tout pendant que le reste d'entre nous souriait et hochait la tête. C'est épuisant de prétendre ne pas voir ce qui est juste devant soi. Il a fait une pause. Tu sais quel est le pire? Je pense que Caroline connaît la vérité. Au fond d'elle. Elle ne peut tout simplement pas l'admettre parce que cela signifierait admettre que toute sa famille était bâtie sur des mensonges. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. La sentence d'Alexandre est tombée la semaine dernière. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 14 ans de prison, plus des dommages et intérêts qui le suivront pour le reste de sa vie. Le juge a spécifiquement mentionné le mépris pour l'épargne retraite des travailleurs lors du prononcé de la peine. A qualifié cela de l'un des cas les plus flagrants de fraude aux retraites qu'elle ait vu en 20 ans de magistrature. Ils ont montré sa photo d'identité judiciaire au journal du soir. Le type qui se vantait de payer des Porsche en espèces, maintenant debout devant un tableau de mesure dans une tenue de prisonnier avec un numéro de matricule sous le menton. Le type qui a qualifié ma carrière de médiocre va maintenant passer la prochaine décennie et demie à apprendre ce que c'est quand les autorités vous prennent tout ce que vous avez. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti de satisfaction en regardant ce reportage. Léa et moi dînions quand c'est passé. Elle m'a regardé et a juste levé son verre. À la justice, a-t-elle dit. À la justice. François m'a appelé le lendemain de la sentence. C'était la première fois que nous nous parlions depuis la conversation à la supérette avec Anne. Je voulais que tu l'apprennes de moi, a-t-il dit. Sa voix semblait vieille, brisée.
Il va en prison. Mon fils va en prison. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste attendu. Tu avais raison, a continué François, surtout. Nous l'avons élevé en pensant qu'il était intouchable. Nous avons trouvé des excuses chaque fois qu'il prenait des raccourcis. Nous nous sommes dit que c'était juste de l'ambition, juste de la motivation, juste Alexandre qui faisait du Alexandre. Il a ri amèrement. C'est drôle comme cette phrase revient nous hanter. Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça, ai-je dit. Et étrangement, je le pensais. Pas pour Alexandre. Il a mérité chaque jour de cette peine. Mais pour François et Anne, qui ont dû voir leur fils se faire emmener parce qu'ils avaient passé 40 ans à le laisser faire. Nicolas, a dit François avant de raccrocher. Pour ce que ça vaut, et je sais que ça ne vaut pas grand-chose, tu as été la meilleure chose qui soit arrivée à ma fille. Elle n'a simplement pas su le voir. Aucun de nous n'a su le voir. Léa a emménagé avec moi il y a 3 semaines. Nous avons trouvé un endroit plus grand, un appartement de 2 chambres avec vue sur la Seine et assez d'espace pour ses livres et mon équipement de projet. Rien de luxueux. Alexandre le qualifierait probablement de médiocre. Mais voici le truc avec Léa. Elle se soucie vraiment de ce que je fais. Mardi dernier, je suis rentré stressé à cause d'un défaut de conception que nous avions trouvé dans le système de couplage thermique. Les yeux de la plupart des gens se seraient vitrifiés après 10 secondes de cette conversation. Léa s'est assise avec moi pendant 2 heures, posant des questions, m'aidant à réfléchir au problème, essayant sincèrement de comprendre. Elle a même esquissé une solution potentielle au dos d'une serviette qui s'est avérée assez proche de ce que nous avons finalement mis en œuvre. Tu sais ce que j'aime dans ton travail, m'a-t-elle dit ce soir-là? Tu mets littéralement des choses dans l'espace qui aident les gens à communiquer. C'est tellement plus utile que ce que faisait Alexandre, détourner des personnes âgées. Exactement. Tu construis des satellites. Il s'est construit une peine de prison. J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mon dîner. Voilà donc où nous en sommes. Alexandre est en prison, commençant une peine de 14 ans. Son beau-père le suit de près. Élise reconstruit sa vie en Bretagne. Caroline et Vincent sont séparés. Sophie est seule dans un petit appartement quelque part, se disant probablement encore que c'est moi qui ai tout gâché. Et moi? J'ai eu une promotion. Une compagne qui respecte vraiment ce que je fais. Et un appartement qui ressemble plus à un foyer que cette maison avec Sophie ne l'a jamais fait. Mes composants de satellites sont toujours en orbite autour de la Terre, aidant les gens à communiquer à travers les continents, faisant toujours le travail qu'Alexandre qualifiait de médiocre pendant qu'il était occupé à commettre des délits. L'autre jour, j'ai reçu un courrier électronique de mon ancien professeur d'ingénierie. Une de mes anciennes étudiantes est en stage dans votre entreprise, a-t-il écrit. Elle a dit que vous étiez la raison pour laquelle elle s'est lancée dans l'aérospatiale. Elle a dit que vous aviez donné une conférence à la journée carrière de son lycée il y a 3 ans, et que cela avait changé sa vie. Je ne me souviens même pas de cette conférence. Mais apparemment, pendant que j'étais occupé à me sentir comme un raté parce qu'un promoteur gâté n'arrêtait pas de me dire que je n'étais pas assez bien, j'étais en train d'inspirer la prochaine génération d'ingénieurs. C'est drôle comme les choses se passent. Commentaire, je voulais juste vous dire à quel point cette histoire m'a vraiment touché. Respecter sa propre valeur est la première étape pour vivre mieux. Poser des limites claires permet de protéger sa paix intérieure. La gentillesse envers les autres ne doit jamais se faire au détriment de soi. Choisir la responsabilité plutôt que le silence change tout. La guérison commence quand on ose lâcher ce qui nous blesse. Vous méritez des relations où l'on vous respecte vraiment. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous. Vivre selon ces valeurs apporte une sérénité profonde. Et rappelez-vous que chaque pas vers soi est un pas vers le bonheur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.